Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Nous revoilà pour un autre épisode de Business and Leaders. Aujourd'hui, j'ai un plaisir particulier qui est de recevoir mon ami Nabil Hafad, qui est un serial entrepreneur, comme on dit aujourd'hui, mais surtout un expert en transformation digitale et en intelligence artificielle. Un sujet sur lequel nous serons bien évidemment amenés à revenir en détail tout à l'heure. Bonjour Nabil. Bonjour Jamal. La tradition, c'est toujours la même question, c'est qui est Nabil, d'où vient-il? Alors, merci pour la question. D'abord, merci pour l'invitation. Comme tout un chacun, il y a plusieurs dimensions de présentation de Nabil. Dimension humaine d'abord. Un être humain qui, comme tous les êtres humains, continue à travailler sur lui-même. Quête d'authenticité, quête de profondeur, de sens dans ce monde qui devient complètement chaotique et complètement fou. Un père de famille qui essaye de donner à sa famille les meilleures conditions de vie possibles. Mais surtout, le bon mindset pour aborder le monde de demain qui se dessine et que j'ai la chance peut-être de voir se construire. Un dirigeant d'entreprise qui, depuis quelques années, fait de son mieux pour trouver les équilibres entre la bienveillance, l'exigence, la rigueur, la fermeté, l'accompagnement culturel, faire grandir les gens autour. Et puis aussi un patron d'écosystème d'entreprise dans un certain nombre de sujets qui sont autour de la technologie, de l'innovation. Plus globalement, quelqu'un de très passionné. Quand il fait quelque chose, il essaie de les faire, simplement. Voilà. Tu as prononcé le mot magique et la passion. D'où tout vient un peu tes drivers de motivation qui ont fait que tu es là aujourd'hui dans le secteur dans lequel tu es? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quels sont tes combats en général? D'accord. J'en ai quelques-uns. Alors, il se trouve que moi, quand j'ai grandi dans une famille au moment où ma famille a basculé dans la difficulté. Contrairement à mes deux frères qui sont plus âgés, j'ai commencé à regarder le monde avec le regard d'un enfant qui voit des difficultés, qui voit que les choses changent, qui voit que ses parents vivent des tensions, que sa famille vit des tensions. Et tout ça, ça marque quelque part. Ma famille vient du monde de la santé, c'est des hédonistes, un peu cool, baba cool. C'est l'ancienne génération qui ne se posait pas de questions sur demain, en réalité, qui vivait le moment présent, avec un bon système de valeurs, un bon socle de valeurs, mais tranquillou, j'ai envie de dire. Moi, j'ai grandi au moment où tout ça a basculé, donc forcément, tout ça laisse des traces. Quand j'étais petit, j'étais très fortement asthmatique, donc j'étais souvent au lit. Donc je passais 2 semaines au lit, 2 semaines à l'extérieur. Et quand j'étais pas au lit, il fallait que je croque la vie à plein dents. Donc c'est ce qui est quelque part un peu premier combat. Rattraper les 2 semaines où j'étais malade, où je pouvais pas jouer au foot, où je pouvais pas faire des choses. Je pense que depuis tout petit, j'ai quelque part cette attitude à compter sur moi, tu vois, à faire les choses. À 12 ans, je faisais les rentrées scolaires pour gagner de l'argent, pour payer mes fournitures scolaires, parce que d'un côté, c'était compliqué économiquement par mes parents, mais de l'autre côté, j'avais la possibilité de le faire et d'apprendre des choses, donc ça m'a aidé, je l'ai fait. Pour faire des études supérieures, je me suis endetté, j'ai payé un taux faramineux de 15% chez une banque pour pouvoir étudier et ne pas aller à la faculté parce que je ne voyais pas l'intérêt d'y aller, pour faire une école de commerce, prépa, je sais, autre. C'est toujours été ça, c'est-à-dire combat, il y a une force intérieure qui fait que j'ai envie de créer de la valeur, j'ai envie d'avancer. J'ai toujours eu de l'ambition. Je ne viens pas d'un environnement familial qui avait toutes les conditions propices et une base, j'ai envie de dire, de départ pour pouvoir se propulser loin, plutôt le contraire. Mais il fallait escalader la montagne. Et puis voilà, donc des fois je me dis, la vie m'a toujours donné des petits chemins, pas trop. Et des fois c'est pas plus mal, parce que quand on a trop de possibilités, on angoisse et on fait rien. Moi j'ai toujours eu des petites possibilités, à chaque fois j'ai tiré le fil et voilà. Est-ce que je peux te poser la question si aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que dirigeant, est-ce que la spiritualité sous toutes ses formes est présente dans ton quotidien? Très fortement. Il y a la religiosité et la spiritualité qui sont toutes les deux présentes. Donc, j'ai été à l'école publique. J'ai eu la chance et le bonheur de cette génération qui a été à l'école publique marocaine avec une belle mixité sociale, mais aussi avec un bon terreau de transmission, tu vois, des valeurs marocaines et des valeurs identitaires et religieuses aussi. Donc je me suis nourri de ça. Après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire du travail de développement personnel à partir de la trentaine. Ça fait bientôt aujourd'hui 22 ans que j'en fais, ou un peu plus. Et ça a ouvert la porte de la spiritualité, en faisant bien sûr le distinguo entre les deux. Les deux se nourrissent, hein. Ce que j'apprends de ma religion, des fondements de ma religion, mais ce que j'apprends de la spiritualité indépendamment des préceptes de la religion, les deux, quelque part, un peu se confondent. Et ça aide beaucoup, bien évidemment, parce que d'abord, on est rentré dans un monde complètement bizarre, complètement chamboulé. Et si on n'a pas quelque chose à laquelle se tenir, on est perdu.
Donc la spiritualité aide beaucoup à prendre de la hauteur, à lâcher prise, à essayer d'aller chercher le sens. Peut-être pas dans le niveau visible dans lequel nous sommes, mais à un niveau plus élevé, et la spiritualité aide énormément là-dessus. Tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a fait sourire en disant j'ai eu le bonheur d'avoir fait l'école publique et je t'en Ouais. félicite et tous ceux qui sont passés par là, je pense, ont tous reconnu qu'à l'époque, cette école Ah oui. publique avait fabriqué des talents. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est plus le cas. Quel est ton regard là-dessus? Écoute, je suis triste pour mes enfants de vivre dans des bulles, parce qu'aujourd'hui, les générations actuelles vivent dans des bulles. Mm, J'étais à l'école, j'avais avec moi des gens qui vivaient dans l'enfa supérieur, dans le Polo, Californie, في درب غلف, درب اليهودي, et cette mixité était extraordinaire et personne ne jugeait personne, tout le monde acceptait tout le monde. On allait les uns chez les autres, dans les maisons des uns et des autres, on se nourrissait, on apprenait à se connaître. Tout ça avait un impact important sur la tolérance, sur l'acceptation des autres, sur le vivre ensemble. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, franchement, on est en train de fonctionner en clusters de plus en plus séparés, où vous avez aujourd'hui des gens qui sont complètement... on ne s'y mange plus. Je trouve ça dommage. En plus du fait que j'ai eu la chance d'avoir eu des profs extraordinaires, il faut comprendre qu'un prof, c'est une figure parentale. Quand on est enfant, adolescent, jeune, ça vous marque. Soit au fer rouge, parce que ça vous crée des fragilités émotionnelles par la suite, que vous rattrapez en psychologie, soit au contraire, ça vous booste, ça vous donne des choses solides sur lesquelles vous appuyez. Donc c'est pour ça que je dis j'ai eu la chance et le bonheur, parce que pendant tout ce parcours-là, non seulement on a eu d'excellents profs, et beaucoup, honnêtement, pas qu'un seul, c'était pas des accidents, beaucoup, des rapports sociaux qui sont très nourrissants. Si aujourd'hui je modélise et je comprends le Maroc comme je le comprends, c'est parce que tout simplement j'ai été au contact de toutes les formes de Marocains et que ça aide à comprendre ce que nous sommes réellement. Aujourd'hui, j'ai malheureusement l'impression qu'il y a une partie des gens qui nous dirigent qui ont complètement décroché du Maroc et qui ont un regard qui est un regard de secte, de petits groupes, de clusters. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit j'ai eu la chance et le bonheur. Et ça vous donne quelque chose qui ne part plus. Qui sommes-nous finalement? Écoute, nous sommes à la fois un peuple magnifique. Moi, je porte d'abord un regard bienveillant et potentialisant sur le peuple, mais nous avons aussi des travers graves que nous ne voulons pas aussi regarder en face. Et c'est bien dommage, mais j'essaie de regarder d'abord ce que nous avons de bon. Nous sommes un peuple perméable au changement, ce qui est extraordinaire. C'est une perméabilité aux choses nouvelles qui arrivent que je trouve unique. Je compare un petit peu à plein de peuples. Nous sommes des brouillards. Nous sommes un peuple qui est système D extraordinaire. On prend des choses des Indiens, on prend des choses des Occidentaux, on prend des choses des Arabo-musulmans, on prend des choses un petit peu de tous. On est capable de faire de l'innovation frugale, on est capable de faire du système D, on est capable de s'engager dans des projets jusqu'à la mort, j'ai envie de dire, et de les faire bien. Nous avons beaucoup de goût et beaucoup de savoir-faire au Maroc. On le voit par exemple dans les événements, on les voit franchement, il y a une signature, soit culinaire, soit artistique, soit... mais nous avons aussi le don de nous tirer des balles dans le pied tout seul, de nous torpiller tout seul. Moi, je pense que le Maroc est en transition. Le Marocain moyen est en train de gagner en estime de soi et en confiance de soi. C'est des choses que je perçois, en tout cas. Tu sais bien que je fais beaucoup d'analyses des médias sociaux, des conversations des gens un peu. Surtout depuis le boycott 2018, ça m'avait quand même pas mal interpellé. Je trouve qu'on est en transition. Dans une transition, c'est jamais facile. Tu sais très bien, tu fais de la conduite de changement. C'est des moments un peu, il y a du parasitage. On est en train de quitter une posture et on est en train d'épouser une nouvelle posture. Ça prend encore un petit peu de temps. Cette fierté nationale qui se met en place, ce côté yes we can, on peut faire, on commence à avoir du succès, on commence à avoir, tu vois. Mais en même temps, de l'autre côté, nous avons des gens qui veulent pas lâcher les anciennes mentalités, les schémas rigides de fonctionnement, l'esprit de rente, sur le côté économique. Donc, on est ce mélange. Dans ce momentum-là, on est dans ce mélange-là. J'espère, Inch'Allah, qu'on dépassera tout ça et qu'on consolidera dans les années à venir des choses un peu plus positives pour le pays. J'entends derrière tes propos une forme de dualisme, à savoir un Maroc qui se veut ouvert, moderne sur le futur, et un autre qui est plutôt conservateur. Quel est celui qui prend le pas sur l'autre aujourd'hui? Alors déjà, si tu permets, moi je pense qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait un Maroc conservateur. Je pense que ça fait partie aussi de l'ADN de ce pays. Après, tout dépend de ce qu'on en fait et de quel type de polarité on fait. Parce que le conservateur, c'est aussi quelqu'un qui protège les traditions, qui protège, si tu veux, un amassement culturel de pratiques et tout. Je fais attention, tu vois, avec les mots, parce que les mots sont des fois polysémantiques. Non, il n'y a pas de mal. Le conservateur prend le pas. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il faut aller dans l'arrière-pays, il faut regarder les familles traditionnelles.
aller dans n'importe quelle famille, il y a encore des choses qui ne se font pas, qui sont chouma. On ne regarde pas des scènes de bisous dans la télé, dans la famille marocaine. Le Maroc est par définition un pays qui reste conservateur. Le Maroc, selon ma lecture très humble, est un pays qui fait des transitions douces. C'est pas un pays qui fait des transformations profondes, c'est pas un pays qui fait des cassures. Et c'est comme ça, ça fait 12 siècles, c'est un peu normal. Donc le rythme du Maroc n'est pas le rythme des autres pays. La partie conservatrice au Maroc est beaucoup plus dominante que la partie... Après, cette partie moderne, il faut aussi la définir. Et il y a une partie qui est extrêmement, j'ai envie de dire, utile au pays, qui est équilibrée, qui cherche aujourd'hui à construire, à s'accrocher au monde, mais tout en gardant un petit peu ce qui fait nos particularités. Et celle-là, moi, je l'adore, je la respecte et je la pousse. Mais il y a aussi une autre partie qui est complètement hors sol, qui veut aussi imposer au pays peut-être des rythmes d'évolution sur certains sujets qui sont trop rapides pour la société ou qui sont simplement inadaptés à la majorité. Donc, ça dépend où est-ce qu'on les place. J'entends le point et ça m'interpelle et ça m'amène une autre question supplémentaire parce qu'effectivement, le but, c'est pour ça que j'ai parlé de dualisme et je n'ai pas opposé conservatisme et modernité parce que la modernité, on doit aussi la chercher dans notre propre histoire, dans notre propre ADN et ne pas l'importer d'un modèle occidental qui, lui, n'a pas l'histoire que nous avons. Exact. Il faut rappeler quand même que nous sommes un pays de plus de 12 siècles aujourd'hui et ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Et c'est intéressant parce que tu dis on n'est pas un pays où on peut faire des évolutions rapides, etc. Quelle est ta lecture, toi, qui est dans la transformation digitale, à l'heure où le monde a radicalement changé, où il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot disruption, qui lui-même est une rupture rapide. Donc un monde qui évolue très vite, où la disruption devient nécessaire, et une société qu'il ne faut pas provoquer, entre guillemets, et ne pas lui imposer le mot disruption et le mot sociétal. Est-ce que c'est jouable si on veut rester dans la course à un moment donné ? Écoute, honnêtement, c'est la question à $1 million, pour être très honnête. C'est pour ça que je l'ai posé. Non, parce que je veux le $1 million. Alors, moi, dans ma vie de tous les jours, si tu veux, tu as parlé de dualité, j'ai la tête et l'esprit dans la tech et dans les États-Unis, dans le monde qui va vite, et le reste du corps au Maroc, dans le quotidien, en tant qu'entrepreneur, en tant que patron d'entreprise. Et c'est clair que l'écart est flagrant. L'écart est totalement flagrant. C'est ce qui fait que je suis quelqu'un de généralement optimiste. Je considère que la vie, l'optimisme est de Dieu, le pessimisme est né dans la tête de l'homme. Donc, tout est possible dans la vie. Maintenant, raisonnement très pragmatique et très factuel, le monde va trop vite. La manière avec le monde accélère au niveau des technologies va trop vite. Il crée des ruptures réelles. Il ne te donne pas le temps de faire les transitions. Aujourd'hui, le monde ne te donne plus le temps de faire les transitions. Et tu ne peux plus rester au stade des intentions. C'est le cas du Maroc, dans la technologie en général. Moi, je parle d'un sujet que je regarde un peu tous les jours. Malheureusement, on ne peut plus être au stade des intentions. Et je vais utiliser une expression qui peut être un peu dure, mais j'ai envie de dire que le système de pensée international est en train, je suis désolé pour l'expression, en train de violer notre système de pensée. Et ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc je comprends parfaitement aussi qu'on ne soit pas capable de suivre ce rythme, parce que ça revient à faire un plongeon dans quelque chose d'incertain. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est même compliqué pour ceux qui sont censés créer des stratégies décidées. Donc je suis pas à leur place, je suis bien heureux d'être à la mienne. En tant que micro-entrepreneur, c'est déjà compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, on n'a pas le choix. Des gens ont donné le go à un nouveau monde, à un nouveau rythme, et nous n'avons pas le choix que d'accepter de mettre à plat cette logique que nous avons de transition douce et d'accepter l'idée peut-être de commencer à expérimenter, à tester certains changements dont on ne maîtrise pas forcément l'output. Je fais le lien. Quand on fait de l'innovation, par définition, c'est de la prise de risque. C'est à un moment donné, il y a un état, puis il y a des éléments qui apparaissent, et on essaie de créer un nouvel état qu'on ne maîtrise pas. Mais on se projette, on met l'énergie, on met les moyens, ainsi de suite. Et on a confiance dans notre capacité à atteindre l'état futur. Ça veut dire qu'on se projette, on prend du risque, on y va. On ne peut pas définir par avance le résultat. Or, dans notre mentalité, quand je vois la mentalité business au Maroc, on est encore entier, beaucoup, majoritairement, dans l'état d'esprit de notre bourgeoisie, de ceux qui ont des pépettes. Personne n'a envie de prendre de risques. Tout le monde veut aller sur les trucs sûrs. Tu vois, cette mentalité-là, pour moi, c'est le big frein à épouser ce monde et accepter ces changements-là. Tant qu'on ne l'attaque pas sérieusement, qu'on ne la regarde pas en face, et qu'on se dise « Wallah ja'al barak ». Je pense qu'on a eu les années où nous pouvions nous permettre d'y aller doucement.
Maintenant, plus nous allons doucement, plus ça va trop vite. Et j'ai envie de dire, plus nous baissons nos chances de pouvoir nous raccorder à tout ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les gens innovent, ils développent des technologies, ils développent ce qu'il faut. Et pas que des technologies, hein. Beaucoup de choses. Et nous, on sera toujours là, acheteurs, consommateurs. Comme on l'a fait avant, quand l'industrialisation du monde s'est faite, au lieu j'ai envie de dire, de stimuler des écosystèmes de création, d'innovation, d'intellect, tu vois, on a acheté, on a ramené l'usine toute faite, on a ramené le Gaouri. J'ai rien contre Gaouri, hein, moi je prends le meilleur de chacun. Mais malheureusement, on se condamne à rester dans cette posture de consommateur. Alors que ce pays ne manque pas de talent, ne manque pas d'intelligence. J'ai vécu une expérience en 2018 avec un ami marocain qui est aux États-Unis. On a monté à Rabat une société spécialisée en offshoring de big data analytique. On est parti d'un postulat. Monsieur, c'est un gars brillant qui a un très beau parcours à l'international. Il avait réussi à ouvrir des centres de développement offshore dans des pays de l'Europe de l'Est. Et autour d'un café, on s'est dit, oh, pourquoi pas les Marocains? On est excellent en maths, en statistiques, c'est pas ce qui manque. Et on s'est dit, chiche, on teste le coup. Franchement, on avait monté une équipe d'une 30aine de personnes, extraordinaire. On était face aux Indiens, face aux Américains dans des pitchs. Nos équipes étaient top. Ils n'avaient rien à envier aux autres. Surtout quand on a envoyé certains aux États-Unis, une fois qu'ils ont passé les 2-3 premiers mois à Haïd el-Khala, c'est d'autres gars qui ont émergé. Et c'est des gars qui viennent que de l'université marocaine. Hein. C'est pas des gars déjà qui ont fait des universités américaines. Mais on a cette capacité. On a ce pouvoir. On le fait. On l'a testé, on l'a vu de visu. Pas nous, pas que nous. Qu'est-ce qui nous manque? De la volonté politique. Pour moi, dans la technologie, hein, je parle de l'innovation de la technologie, une vraie volonté politique. Comprendre que c'est un vrai catalyseur de développement du pays. Que ce n'est pas juste un département, une fonction, un ministère ou des événements. Comprendre que c'est un vrai catalyseur de développement. Et que nous sommes en train de passer peut-être à côté d'un vrai catalyseur de développement. Ce que tu es en train de dire, et qui est intéressant d'ailleurs, il va falloir qu'on essaiera d'approfondir un peu par rapport au temps qui nous reste, c'est que nous sommes d'abord une société de commerçants et d'hommes d'affaires plutôt que d'entrepreneurs ou de capitaines d'industrie. Exact. On est d'accord? Je pense que ça, tout le monde s'accordera à dire ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à créer cet élan entrepreneurial où la prise de risque est la colonne vertébrale. Exact. Et que cette prise de risque doit être accompagnée, entre guillemets, par le législateur, les financeurs, etc. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'écosystème, on va le dire comme ça, est plutôt embrasse, on va dire, des cibles qui sont dans un certain nombre de castes, mais pas dans la majorité, pour créer, entre guillemets, aujourd'hui, cette Startup Nation où la jeunesse marocaine est présente, elle est prête à jouer le jeu, parce qu'on a un dividende démographique qui est là, et qu'elle a compris qu'elle avait une carte à jouer. Donc là, le décalage, dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y a l'intention politique, mais il n'y a pas la volonté politique. Et on est très fort dans le marketing des intentions, mais pas dans le déploiement des volontés politiques. Est-ce que c'est ça, ton idée? Exactement, tu le résumes très bien avec des mots très, très bien choisis. Moi, je le dis un peu en mode entrepreneur cash. Effectivement, l'intention, oui, les intentions là sont là. Mais malheureusement, on a encore cette culture de posture, d'image, d'événementialisation de ce qu'on fait. Il faut arrêter avec ça définitivement parce que ça va trop vite. Qu'est-ce qu'on risque? Alors, on risque de perdre en souveraineté, clairement. Parce que demain, quand on voudra traiter toutes nos données, on sera toujours dépendant de clouds internationaux, par exemple, de processing international. Nos données seront ailleurs. C'est des réalités lourdes, on a beau dire ce qu'on veut. Quand on n'a pas la capacité... En fait, c'est comme si on ne fait pas le nécessaire pour avoir nos centrales électriques. Presque, tu vois, pour faire simple. C'est comme si un pays se disait, non, finalement, moi, j'ai pas besoin de générer mon énergie chez moi, j'ai pas besoin de la stocker chez moi, j'ai pas besoin de la développer chez moi, je vais mettre un tuyau, je vais prendre. C'est une dépendance qui est phénoménale. On va avoir une dépendance technologique et on va avoir une perte de souveraineté numérique qui est cash, qui est indiscutable. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que c'est déjà un point suffisant. Mais on entend parler de cloud marocain, de data. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pareil, on est encore dans l'intention, mais on n'a pas de... Alors, je ne veux pas être critique, parce que peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je regarde que ce qui à la surface des sons à mon échelle d'entrepreneur, ce qu'il y a sur les réseaux. Mais hier ou avant-hier, je crois que je me suis amusé avec ChatGPT pour lui dire rappelle-moi les 3 éléments fondamentaux qu'une nation doit traiter pour pouvoir s'accrocher à ce monde qui évolue technologiquement. Des fois, juste pour s'amuser, on fait cet exercice. Il va parler bien sûr de souveraineté technologique, de gouvernance et de talent, en gros. Hein. Puis à un moment, je lui dis, allez, dans les pays arabes, dis-moi qui sont les pays qui avancent le mieux. Il me liste un certain nombre de pays, je ne vais pas faire de jaloux, mais on en connaît certains qui avancent vite.
Il me sort des choses sur le Maroc. Je lui dis, écoute, no bullshit. Dis-moi juste, aujourd'hui, dans les faits, ce que tu peux retrouver dans la... On en est où? Il me répond, stade de l'intention. Stade de l'intention. Les intentions, oui, bien sûr, les annonces, les Maroc numérique 2030, c'est très bien. Sauf que malheureusement, on n'a plus d'inertie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que à l'époque, avant l'arrivée de l'IA, de ces ruptures, on avait toujours entre le moment de la rupture et le moment, entre guillemets, de l'effet concret dans l'économie de la vie, une inertie. Nous ne l'avons plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça tombe, ça casse. Ça ne vous laisse pas le temps de vous retourner. Donc si vous n'êtes pas dans la dynamique, vous êtes en dehors de la dynamique. Pour répondre à ta question, on est en dehors de la dynamique. Ce qu'on risque, c'est d'aggraver le fait qu'on sera en dehors de la dynamique. Donc le retard, que beaucoup évaluent à minimum une quinzaine d'années, va s'accentuer finalement. Sauf que la quinzaine d'années, avant ce nouveau monde, entre guillemets, on avait le temps de nous rattraper. La quinzaine d'années, c'est un siècle, 2 siècles aujourd'hui. Si on la lie avec le prisme de la tech, 15 ans, c'est un siècle, 2 siècles de retard. On va revenir sur la tech parce que je sais que c'est ton cœur de passion. Je voudrais revenir sur la société marocaine et comme je sais que tu es quelqu'un qui écoute beaucoup ce qui se dit à travers les outils, si tu devais résumer en 3-4 points ce que dit la société aujourd'hui sur le Maroc. Écoute, compliqué de résumer, mais je peux te dire un peu. Bon, d'abord, je pense qu'on a. Les Marocains, comme beaucoup d'autres pays, comme partout dans le monde, sont happés par une dynamique d'entertainment qui est organisée par les médias sociaux et qui, quelque part, détourne les gens de leur progrès, croissance, des vrais sujets. Donc les gens sont détournés des vrais sujets. Ils ne le font pas exprès, j'ai envie de dire. C'est la machine mondiale qui fait qu'aujourd'hui, on va essayer d'alimenter, on va capter l'attention, on va essayer de la garder, on va essayer de développer le business autour de ce business de l'attention. Mais on sait très bien que les instincts bas, les trucs rigolos, les trucs simples, sont beaucoup plus accrocheurs que les vrais sujets qui demandent de l'effort intellectuel, cognitif. Et ça, malheureusement, la technologie est en train de faire vriller l'humanité de manière assez extraordinaire. À tel point que tu le sais bien, par exemple, tu prends un réseau comme TikTok, l'algorithme qui fonctionne en Chine n'est pas l'algorithme qui fonctionne partout. Les gens ont bien compris que d'un côté, on vous bouffe du temps, de la capacité, vous ne faites rien avec, ainsi de suite. Donc, quand je dis ça, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'aujourd'hui, les gens sont accaparés par les faux sujets. Ça parle de beaucoup de faux sujets. Et il n'y a pas assez de débats, assez d'échanges sur des vrais sujets de fond. Parce que ça ennuie, parce que c'est pas sexy, c'est pas... Et du coup, quand on regarde les choses, ce dont les gens vont discuter, ça va être... Les gens, on a l'impression qu'ils sont dans... Je connais Farsouerti, tu vois, celui qui tourne dans la petite boîte là, machin. On a l'impression que les Marocains, comme tout le monde, sont dans ce momentum, tu vois. Donc, un petit sujet, on chasse un autre, on chasse un autre, on chasse un autre. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'une certaine chaîne qu'on connaît ici, qu'on critique, mais que les gens regardent, machin et tout. Donc, c'est Alam Tafar, en gros. Donc, on est à fond là-dedans. Et malheureusement, si tu veux, moi j'écoute beaucoup les réseaux, j'analyse, je te donne un taux très simple. 90% des conversations qu'on va trouver sur les médias sociaux, c'est du bullshit, il faut le jeter à la poubelle. C'est du gâchis d'énergie, c'est du gâchis de processing, c'est du gâchis de temps extraordinaire. Il y a peut-être 10% de matière où les gens vont pouvoir discuter de la situation politique du pays. Bien évidemment, la situation politique du pays est un sujet, surtout maintenant avec les événements d'Agadir et l'approche des élections, bien évidemment. Donc ça, c'est clair. C'est un sujet, c'est parmi les sujets qui sont quand même beaucoup discutés. Tous les préparatifs, les partis sont en train d'aiguiser les couteaux, donc forcément, il y a plein de sujets aujourd'hui qui sortent. Quand on écoute les Marocains, alors oui, il y a quelque chose quand même de très positif, c'est que ces 4-5 ans, moi j'ai senti une montée de fierté nationale, très grande montée de fierté nationale sur les réseaux exprimés. On le sent à travers beaucoup de choses. Ce qu'a fait le Maroc dans sa politique étrangère, ce que fait le Maroc dans ses réalisations internes, le brand Maroc qui commence à devenir un vrai brand intéressant, tu vois, positif, où quand tu vas voir un gars dans son pays porter le maillot de l'équipe nationale pour se balader dans un mall et tout, c'est top, c'est génial. C'est de l'equity de marque qui est vraiment intéressante. Et là, je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond de fierté. Ça, c'est grâce à Sa Majesté. C'est top. Ça, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. On n'a pas vécu ça avant. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Je te parle, j'ai un peu la chair de poule parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental qui s'est mis en place et ça se discute sur les médias sociaux. C'est une sorte de socle. Discussion, mais le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet sur lequel les gens parlent. C'est non seulement le pouvoir d'achat, mais le sentiment qu'ils ont été lâchés. Que tu vois que quelque part, les consommateurs, quelque part, sont un peu lâchés.
il y a des choses à faire, mais on ne les fait pas au nom de la liberté de marché, de ce qu'on veut. À la limite, voilà, c'est comme ça. C'est un Il y avait sentiment trois priorités à définir dans cette écoute, c'est quoi? C'est l'inflation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'emploi, le c'est pouvoir quoi? d'achat, l'inflation, clairement. L'emploi, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Tu sais, les gens ne parlent pas beaucoup. En tout cas, de ce que je vois, hein. C'est pas qu'ils n'en parlent pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est. Fataliste? Oui, elle est là, j'ai envie de dire. On sait très bien qu'on parle de 13% de taux de chômage et c'est normal. Voilà. C'est presque une normalité, sachant que tu connais mieux que moi le secteur du travail, le vrai emploi, les vrais taux. Même les gens se débrouillent. Les Marocains, son système, ils se débrouillent, ils font des petits boulots. C'est pas le... On a ce génie-là, entre guillemets, de savoir se débrouiller. Les gens ne parlent pas beaucoup de chômage. Ils parlent beaucoup, par contre, d'inflation. Beaucoup de pouvoir d'achat, beaucoup d'inflation, de difficultés. Donc, si je te résume, le Marocain est entraîné, comme tous les citoyens du monde, davantage vers l'entertainment, parce que les algorithmes, etc., se concentre davantage sur les faux problèmes et pas les bons sujets, Exact. parce que d'un côté, il n'y a pas suffisamment de débat non plus dans notre Exact. pays. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est volontaire ou pas de museler un petit peu la société dans les débats de fond, comme dans toutes les sociétés. Troisièmement, l'inflation est un véritable sujet qui concerne tous les Marocains, bien évidemment. La crise que nous avons connue aujourd'hui, et qui est relativement importante, et accessoirement, certains sujets comme l'emploi, qui devrait être une des préoccupations, finalement. Parce qu'il y a le taux de chômage qui est une chose, mais effectivement, il y a d'autres critères qui nous montrent la crise. Il ne faut pas oublier, tu as posé la question tout à l'heure sur le conservatisme, le modernisme. Le Maroc, comme tous les pays, est traversé par plusieurs courants. Il y a notamment aussi le courant islamiste qui est très, très présent sur les médias sociaux et qui a son narratif et qui a son audience. Donc après, si on les classe en cluster, entre guillemets, ils ont aussi leur discours qui malheureusement n'est pas toujours que positif par rapport au Maroc, n'est pas toujours. Donc ils sont très présents dans cette écoute. Très présents. Écoute, c'est tout à fait logique. Si tu reviens un petit peu dans l'histoire, ils n'avaient pas accès aux médias classiques. Les médias classiques étaient verrouillés, étaient fermés, c'est tout à fait normal. À un moment donné, ils ont été parmi les premiers à s'accaparer les médias alternatifs, qui sont les médias sociaux. Donc, ils ont développé une courbe d'expertise, ils ont développé des savoir-faire, des équipes. Donc, au moment où les anciens, les classiques, ont commencé à s'intéresser aux médias sociaux, les gars, ils étaient déjà rodés, formés, ils avaient déjà leurs petites armées, ils savaient quoi faire. Donc, ils ont pris des positions assez solides. Certains ont été dégoupillés à des moments, mais bon, il n'en demeure pas moins qu'ils ont cette culture d'aller sur les médias sociaux, de construire des communautés, de travailler leur narratif au niveau des médias sociaux. Donc il y a une forme de détournement, en tout cas, de l'intellectualisation de la société, finalement. On l'amène davantage vers les faux sujets que vers les sujets qui comptent pour l'avenir du pays, finalement. Si on regarde ça sur un plan volumétrique, oui. C'est-à-dire que si on voit aujourd'hui la volumétrie des sujets discutés, bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que quelque chose fait en sorte qu'on ne laisse pas les gens faire le focus. Donc c'est comme ça. Mais c'est un phénomène qu'on voit dans plein de pays. Hein, les médias en continu en Europe, c'est ça. C'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, on te place dans une bulle, il y a un narratif qu'on a envie de te passer. Et une fois que tu rentres là-dedans, tu as ce narratif-là. Donc au Maroc, je pense qu'il y a l'effet aussi de diversité culturelle. Il faut vraiment prendre conscience. Au Maroc, il y a plein de Maroc. Il y a le Maroc conservateur, le Maroc moderne, il y a le Maroc islamiste, il y a le Maroc presque athée, j'ai envie de dire, il y a le Maroc... Moi, je dis souvent, les Marocains, il y en a qui ont la tête à New York, il y en a qui ont la tête en Égypte, il y en a qui ont la tête au Qatar, il y en a qui ont la tête au Maroc, il y en a qui ont la tête en France, il y en a qui ont la tête... Et cette diversité-là, on la ressent sur les médias sociaux. Donc ça veut dire que c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, collectivement, on peut dire qu'on a échoué pour faire cette unité de mesure qui est le Maroc. Autant on est fier d'être marocain, de ce qui se fait, etc. Mais si effectivement on devient avec des têtes un peu polycéphales, entre guillemets, polygéographiquement installées, ça veut dire qu'il y a un problème. Écoute, les réseaux sociaux sont juste un amplificateur. Ils sont juste amplifiés quelque chose qui existait avant. C'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, bien évidemment, ça s'est accéléré, ça s'est accentué, et ça devient plus visible parce qu'on a des masses. On peut arriver à avoir des clusters par-ci par-là. Revenons à la transformation numérique du pays et donc des entreprises. Comment évalues-tu la situation à l'instant où on se parle? Le retard, pas retard, où est-ce qu'on en est? Comme je te dis tout à l'heure, mon référentiel n'est pas local. Donc, Donc toi, tu fais partie des gens qui ont la tête à New York. Oh, oui. Et le corps au Maroc. Je le fais pas exprès. Oui. Il faut suivre l'évolution de la technologie, il faut regarder ce qui se passe. Donc forcément,
quand j'analyse par ce prisme-là, je me dis, oula, la fusée est partie, nous on est en train en 4e classe qui n'a pas encore démarré, en gros, hein, pour faire simple. Bien sûr, je précise mon propos, c'est du point de vue R&D, innovation, fabrication de technologie, pas du point de vue absorption, utilisation de la technologie. Nous sommes de très bons utilisateurs de technologie, nous allons vite. Je crois qu'on est des premiers à utiliser ChatGPT dans le monde. On l'a été pendant longtemps, je ne sais pas si on l'est toujours, mais de ce point de vue, comme je disais tout à l'heure, nous avons une perméabilité que je trouve extraordinaire. Je le dis souvent, je prends l'exemple du sushi, ça n'a rien à voir avec notre culture ni notre ADN, et pourtant, le hajja aujourd'hui, tu prends le sushi, c'est devenu dans le truc normal. Donc, on a cette perméabilité. Donc, quand il y a de bonnes technologies qui sont utiles pour nous, on va se les accaparer, on va les prendre. Et nous avons aussi un tissu qui est essentiellement fait de TPE, de PME. Et généralement, c'est le système D. Moi, en tant que jeune patron, si quelque chose me permet de gagner du temps, de baisser mes coûts, de pouvoir être productif, je ne vais pas cracher dessus, surtout qu'elle coûte $20 par mois ou des fois bien $0. Donc, non, en termes d'appropriation de ces nouveautés-là, je ne m'inquiète pas et je trouve que là, on est vraiment dans le rythme, comme on l'a toujours été. Ok. المغربي ما تيرضاش تكون شي حاجه جديده il sait pas en parler. On a ça, nous, tu vois. Et lui aussi, il sait, il utilise, ainsi de suite. Ça, c'est un volet. Moi, mon propos, c'est plus comment on peut utiliser nos talents, nos capacités pour devenir producteur d'intelligence dans ces domaines-là. C'est là où je pense qu'on est encore à la ramasse. Je le dis comme je le pense. On est encore très loin. Même s'il y a des initiatives pour rapprocher le monde universitaire. Oui, mais est-ce que sur cette question, Nabil, est-ce qu'on est encore dans l'intention et donc l'absence de volonté politique? Est-ce que les deux sont combinés, mais finalement on n'y arrive pas, alors que soi-disant, il y a une stratégie 2030 numérique qui a été mise en place? Écoute, moi je vais te dire, je fais une analyse toute simple. Oui. C'est toute simple. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein. J'assume ce que je dis. Nous avons un ministère qui combine deux rôles. Le rôle de la réforme de l'administration et le rôle du développement, entre guillemets, de l'ancrage des technologies modernes. Je trouve déjà que c'est une aberration, personnellement. Je trouve que c'est une aberration. Si on continue à faire ça, c'est qu'on n'a encore rien compris, simplement. Il faut dissocier les deux. Dans le premier, il faut une stratégie, une approche, un timing précis et des profils précis. Et dans le second, il faut l'affranchir des contraintes du premier pour le libérer et lui permettre de créer les conditions et d'aller militer pour qu'on puisse avoir les moyens, les fonds, la donnée, la synergie pour qu'on puisse effectivement créer cette Startup Nation. Je suis désolé, tant qu'on continue aujourd'hui à mettre les deux quelque part, moi je me dis de deux choses l'une. Soit on n'a rien compris, mais je ne pense pas parce que dans ce pays il y a des gens très smart et très intelligents, je ne crois pas du tout à ça. Soit c'est pas encore le moment, simplement on n'a pas c'est pas dans le momentum stratégique, ce n'est pas encore la priorité, comme il y a d'autres sujets qui sont plus prioritaires simplement. Pour moi, tant que je vois ce ministère combiné comme ça, je ne regarde même pas plus loin. Je me dis non. Le jour où on aura un signal en disant non, attendez, on veut devenir une vraie nation créatrice d'intelligence. Il va falloir qu'on réunisse des gens qui créent de l'intelligence. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que justement la communauté justement des entrepreneurs dans le monde du digital, est-ce qu'elle est en souffrance aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en attente de quoi finalement? Alors, tu as peut-être deux types de communautés là-dedans, pour faire simple. Tu as la communauté qui gravite autour de l'écosystème public et qu'il fallait essayer de chercher de la subvention, de l'aide, de la visibilité, machin. Et puis, tu as, je ne sais pas combien elle représente. Celle-là, elle te dira toujours la stratégie. Super. C'est bien, c'est super, Gouloul Hamzin, parce que bon, ils ont des marchés, ils ont des moyens, ok. Et tu as le reste du monde, qui à mon avis représente les 80, qui regarde ça avec amusement. On regarde même plus, pour être très honnête, on regarde pas. Quand on voit les nécessités, comment ça nous parle pas. C'est-à-dire que moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, je regarde même plus. Ça m'intéresse pas. Je n'attends rien. Mais quand même, c'est intéressant, mais ça interroge. On entend régulièrement les levées de fonds avec des VC marocains, le tissu économique d'entrepreneurs des startups marocaines est en pleine dynamique, les écosystèmes sont en marche. Est-ce que ça aussi, c'est de l'illusion? C'est un narratif? Il faut bien faire du narratif. Les États-Unis se sont construits sur le narratif. Moi, je suis à l'aise avec le narratif. Je suis un marketeur. Il faut du narratif. Et j'encourage le narratif. Mais à côté du narratif, il faut du concret. Il faut regarder les chiffres des levées de fonds en Afrique. Et on comprend très vite. On est quand même largué derrière beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Les raisons sont très simples. Hier, je discute avec un ami qui était patron d'un Open Lab chez un grand institutionnel de la place. On échangeait, on rigolait, puis il me dit, tu sais, pendant que j'étais patron de cet Open Lab, il y a un truc qui m'a interpellé. Je lui dis quoi? Il me dit, tous ceux qu'on me présentait pour venir avec des projets d'innovation, c'était des ben. Je me dis, à un moment donné, je leur ai dit, mais dans ce Maroc, il y a bien à voir d'autres gars. Tu vois,
Donc là aussi, c'est trusté. Euh, On est encore dans la société du box sahabi. on est totalement dans la société du box sahabi, hein. Je le dis, je l'assume, on est totalement Donc la dans doctrine du société. box sahabisme fonctionne très bien. Et même dans l'innovation, et même dans la tech, même dans les levées de fonds, même dans tout. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, bien sûr, il y a des gens qui arrivent un peu à se débrouiller. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que beaucoup de jeunes talents marocains, beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises qui veulent faire de l'innovation sont en train d'aller draguer d'autres cieux, d'autres pays. L'idée va émerger au Maroc, elle va générer au Maroc, mais la propriété intellectuelle sera émirati, saoudi, américaine, suisse, belge. C'est tout. Ça va plus vite, ça va mieux. Euh, on parlait de quoi tout à l'heure? On parlait de, tu as dit, l'entrepreneur. On n'est pas des entrepreneurs, nous sommes des négociants, nous sommes des Commerçant. commerçants. Voilà, très bien. Mais on ne peut pas être commerçant et être dans l'innovation. C'est juste antinomique. Absolument. Donc, même si on fait des incubateurs, des façades, ce que tu veux, fondamentalement, celui qui va devoir à un moment donné mettre la main à la poche, sortir, n'est pas à l'aise avec la prise de risque. Et si on n'est pas à l'aise avec la prise de risque, si on ne fait pas des paris sur l'avenir, si on ne burn pas du cash, on ne fait pas d'innovation. Quels seraient les 4 axes, 3 ou 4, qui seraient vraiment disruptifs et qui te donneraient confiance pour te dire le Maroc numérique est en marche? Ça serait lesquels? 3, 4 idées majeures. Moins d'événements sur la technologie, déjà. Moi, juste qu'on arrête. Moi, je suis peut-être un peu devenu allergique à force, tu vois, de tout cette cinéma, j'ai envie de dire, je suis désolé. Moins de narratifs, moins d'événements, beaucoup plus de boulot déjà. Et on le sentirait, hein, franchement, on le sentirait, on le verrait. Des décisions simples. Je viens de titiller un peu le ministre sur LinkedIn. Les appels d'offres, on sait tous comment ça se passe. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est souvent préparé, il y a de la corruption. Il faut regarder nos réalités en face pour progresser. C'est ce que m'a appris le développement personnel. Il faut regarder en face et puis dire, OK, on commence de ce point-là et puis on s'améliore. Aujourd'hui, on a l'IA. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'IA dans les appels d'offres, dans la décision de choix, par exemple? Ça court-circuiterait beaucoup de choses. C'est pas compliqué à faire. Tu prends 2-3 gars, bon cerveau, on te fabrique une application, en 2-3 mois de boulot, à tout casser, je suis encore très large. Et vous avez de l'intelligence qui vient, qui, elle, traite la data et tout, froide, factuelle. Il n'y a pas de commission technique, il n'y a pas de coup de fil, allô, il n'y a pas de je donne les informations de A à B. Non, c'est fini. Si on veut vraiment des initiatives simples, efficaces, il suffit de voir une, deux, et on prend confiance. Pour le moment, narratif, des choses, des signatures, des conventions, des machins. Il y a des choses très sympas qui se font au niveau du M6 Space, mais ça, c'est un îlot à l'intérieur du Maroc pour moi. En réalité, ça, c'est magnifique ce qu'ils font là-bas. Mais après, le reste, moi, je suis en tant qu'entrepreneur, j'ai juste besoin de voir des choses simples. Mais avant de voir les choses simples, ça veut dire qu'on a réfléchi, elles sont construites. On a pris des décisions politiques courageuses, on les a mis en place. Et on les sent, on les sent. Vous voulez encourager aujourd'hui l'innovation et la start-up? Une fiscalité adaptée, concrète, simplement. Je prends un ingénieur aujourd'hui. Je paye la même fiscalité que n'importe qui se fait de l'innovation. Est-ce qu'il y a des crédits d'innovation au Maroc? Non. Est-ce que j'ai une fiscalité adaptée à l'innovation au Maroc? Je suis désolé, non. À part peut-être pour certains initiés, mais pas pour monsieur tout le monde. Okay. Est-ce qu'il y a des plateformes qui fluidifient, j'ai envie de dire, l'accès à la donnée? Tiens, si on veut faire de l'innovation, quels sont les ingrédients pour faire dire les choses très simplement? Si je veux faire une innovation, j'ai besoin de use case, métier, j'ai besoin de data, et j'ai besoin de cash à burner. 3 choses. C'est comme ça qu'on fait de l'innovation. Et si on n'a pas un des 3, c'est très compliqué. Il ne faut pas se raconter. Est-ce qu'on a un big fond qui favorise l'innovation autour de l'IA? Auquel moi, en tant que Marocain, n'importe qui n'est pas un ben-ben, peut très facilement accéder avec des choses très transparentes? Je suis désolé, non. Bon, il y a des choses en préparation. Même quand on veut choisir des incubateurs qui vont accompagner les startups, on comprend très bien aussi. Dès qu'on creuse un peu, on revient en arrière, pour être très honnête. Dès qu'on entend quelque chose, dès qu'on creuse un peu, on dit, ah, c'est à la marocaine. Ça veut dire qu'on est condamné à échouer? Alors, encore une fois, moi, mon exigence, je le dis, je le répète, hein, si je compare, j'aime ce pays, j'ai une grande ambition pour ce pays, et je trouve dommage qu'il ne profite pas aujourd'hui de cette aubaine technologique qui est en train de se mettre en place pour briller et émerger parmi les vrais Startup Nation. C'est en partant de cette exigence-là que je fais mon analyse. On n'y est pas. Maintenant, est-ce qu'on fera les choses doucement, progressivement, comme on le fait toujours? Sûrement. On est à la veille d'élections
législatives l'année prochaine. Quel serait le programme qui trouverait, grâce à tes yeux, sur ce pilier-là, qui est de la transformation digitale du pays et le corollaire qui est la création d'un écosystème d'entreprises dans le monde du digital, disruptive, c'est que ça serait quoi? Tu mettrais ton bulletin de vote pour quel programme? En 4 points. Je vais te choquer, Jamal. Oui. Cette année, je ne mettrai pas de bulletin de vote. Pourquoi? Intéressant. Je suis plus convaincu. J'ai plus de temps à perdre. Tu n'es pas convaincu parce que le volontarisme n'existe plus? Écoute, je vais être cash. Je sais que même si je veux faire de la langue de bois avec toi, c'est compliqué. Non. Ok. Depuis tout petit, depuis que je suis devenu adulte, j'ai toujours voté. Toujours. Devoir citoyen, ainsi de suite. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'analyses. Je regarde. Pour faire quoi? Quelle utilité? Je pense qu'il est temps qu'on se pose de vraies questions aujourd'hui sur notre système politique. Qu'on le remette un peu à plat, qu'on fasse un reset pendant un moment donné, et qu'on se pose les bonnes questions pour avoir des gens qui nous parlent. Moi, les gens, ils ne me parlent pas. Nos politiciens, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, ils ne me parlent pas. Ça ne m'intéresse pas, ils me font perdre du temps. Moi, je suis dans un rythme fou pour pouvoir garder le cap, continuer à payer les gens en fin de mois, galérer comme tout patron d'entreprise ici. Je n'ai pas le temps. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé au point où je veux voir des choses concrètes pour m'intéresser à nouveau. C'est fini. Je pense qu'ils ont bouffé le solde d'intention. C'est fini. Je n'ai pas le temps. Ni moi et d'autres, plein d'autres. On n'a pas le temps. C'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a une perte d'attention. Une vraie perte d'audience, une vraie perte d'attention de la politique. Même les gens qui, fondamentalement, ont été nourris au patriotisme, à ce que tu veux, même ces gens-là, aujourd'hui, sont arrivés un peu par la gueule. Mais on a besoin de partis politiques. Je suis désolé, regarde aujourd'hui, on n'a pas besoin. On quoi? Faisons un petit peu une analyse un peu. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pour faire quoi? Je suis désolé, le monde a changé. Aujourd'hui, beaucoup de choses se règlent par l'automatisation, par la technologie. Je ne suis pas un amoureux de la technologie, mais je dis aujourd'hui des choses qui exigeaient des dizaines de milliers de personnes sont gérées par 1, 2, 3 personnes aujourd'hui. Que m'apporte un politique aujourd'hui, en tant que citoyen? Bien sûr. Je te dirais simplement que aujourd'hui, les principales orientations sont données par Sa Majesté depuis toujours. Il faut bien des gens pour les mettre en œuvre. Des technocrates, des gens qui travaillent. Moi, je veux bien voir des gens qui les mettent en œuvre. Tu vois, par exemple, moi, de toute cette période, il y a un gouvernement qui m'a marqué, un seul, celui de Sejtourla Etkolprel. Pratique, pragmatique. On déroule, on fait des choses. J'adore. Ça me parle. On est ici sur certains acquis par l'impulsion qui a été faite à ce moment-là, pas par l'inverse. Après, le reste, je suis désolé, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Moi, je vois pas l'utilité. Hein. Est-ce que dans ce que tu dis, on peut relever la chose suivante, c'est que les gouvernements ou les gouvernements récents sont moins patriotes et ne cherchent pas suffisamment à développer les choses? Je ne permettrai pas ce genre de jugement sur les gens parce que j'imagine qu'ils doivent aimer ce pays comme on l'aime tous. Hein. Pas du tout. J'ai du mal, très sincèrement, aujourd'hui, à voir l'utilité. Tu vois, je pense qu'on est dans un monde où il faut être de plus en plus frugal. On est dans un monde où il faut avoir des petites équipes ramassées qui font le job. Donc on ne peut plus aujourd'hui être dans des bigs ensembles complexes où il faut gérer les égos de celui-là et de celui-là, et les antagonismes d'intérêt de celui-là. C'est fini. C'est-à-dire le monde va tellement vite. Aujourd'hui, quel est le grand problème du Maroc? Ce n'est pas une question de vision. Je pense que la vision, bien construite, clairement, et en haut, ça réfléchit très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Exécution. On a un problème d'exécution. On a un vrai problème d'exécution. Et l'exécution, c'est du boulot. L'exécution, il n'y a pas trop de place pour les égos, les machins. Tu déroules, tu tacles les vrais problèmes, tu cherches les vraies solutions, tu mets en place. Alors, est-ce que... C'est pas avec un esprit politique où tu vois où chacun cherche à ménager. Ça marche pas, c'est antagoniste. Alors, est-ce que notre tare collective nationale, c'est que notre gouvernance est organisée autour de ce que j'appelle l'égocratie? Ouais, j'aime bien l'expression. Je la connaissais pas, mais j'aime bien l'expression. Ouais. Écoute, Anna, simplement, de manière très pragmatique, je pense que nous avons des séances mondiales. Nous gagnerions peut-être à imaginer un scénario transitionnel dans lequel on remettrait aux commandes des gens ultra pragmatiques et on dirait aux politiques, vous avez 2 ou 3 ans pour aller vous reposer les bonnes questions sur votre rôle dans la société. Okay, préparez votre approche. Une nouvelle vision, peut-être qu'une nouvelle approche de connexion avec le citoyen. Est-ce que tu entends ça dans les réseaux aujourd'hui, puisque tu écoutes les réseaux? La société marocaine, tu l'écoutes, ouais. Tu la connais. Est-ce qu'elle exprime ça? Est-ce qu'elle exprime ce ras-le-bol? Ce qui voudrait augurer du fait que demain, les élections
le taux de participation devrait être très très faible, auquel probable. cas ça serait dramatique. Est-ce que tu entends ça de la part de la Oui. société qui dit les politiques, it's over? Ah oui, chauffe, il y a une vraie perte de confiance des politiques. Il y a rien à dire. Une vraie perte de confiance des politiques. Ils peuvent se présenter comme ils veulent, ils peuvent tartiner leur mandat leur truc comme ils veulent. C'est bien, ça fait bosser du monde. Mais la réalité pure, c'est quand tu écoutes les citoyens sur les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que c'est que de l'écoute sur les médias sociaux. Non, il y a une perte de confiance. Il y a une défiance, il y a une perte de confiance. Il y avait de l'espoir, attention. Hein. Il y avait de l'espoir. Moi, je peux te le garantir. Il y avait de l'espoir avec le nouveau gouvernement, avec les changements qui sont faits. Mais les gens, c'est la désillusion par rapport aux politiques en général. Alors justement, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette conversation qui est passée assez vite, les gens qui nous regardent, cette jeunesse, des gens qui sont aussi patriotes que toi, quel est ce message d'espoir que tu pourrais leur donner avec ta connaissance de l'écho que tu as de la société marocaine, mais aussi ton propre espoir ou ton propre rêve? Ce serait quoi? Alors, moi, je reste convaincu que le Maroc est une grande terre d'opportunités. Hein. Pas du tout. J'ai juste envie de dire à la jeunesse, épousez un état d'esprit plus anglo-saxon, qui vous force à aller construire par vous-même votre projet. Allez prendre. Il y a des choses à prendre. Mais il faut accepter de se battre. Le chemin est escarpé. Mais il y a de très belles choses à prendre au Maroc. Il y a encore beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de possibilités qu'ailleurs où c'est plus ou moins en déclin et fermé. Hein. Où il y a tout à faire au Maroc, tout à construire. Mais il faut accepter. Il faut accepter d'aller se battre. Il faut accepter de se développer. Il faut accepter d'échouer. Il faut accepter d'aller prendre. Aller prendre sa place dans la société. Ouais. Un jour, je marchais dans la rue, puis il y a un jeune homme comme ça qui m'aborde et me dit Monsieur, je dis oui, parce qu'il m'appelait Ammé. Je dis oui. Il m'a dit, j'ai besoin d'un conseil. Je lui dis oui. Il m'a dit, donnez-moi juste un conseil de vie. Je trouve ça extraordinaire. Je lui dis, crois toujours en toi. Crois en tes rêves et vas-y. Ne laisse personne te dire que c'est pas possible. Je suis parti. C'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile. Maintenant, je peux les comprendre, les jeunes d'aujourd'hui, parce que eux sont très exigeants. Ils sont dans l'instantanéité. Ils ont beaucoup. Et face à eux, ils ont aussi une sorte d'autre monde qui est complexe. Nous, on fait la transition. Hein. Nous, on a tout vécu. Tes enfants, ils ont quel âge? J'ai ma grande qui a 17 ans et mon fils qui va bientôt faire 12 ans. Ok. Avec celle de 17 ans, vous parlez de quoi quand vous parlez de ces sujets-là? Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle rêve de Maroc, elle? Alors, ma grande fille de 17 ans a quelques difficultés de développement, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, mon fils de 11-12 ans, lui, pose plus de questions. Donc Qu'est-ce qu'il dit? Mon fils je crois qu'un jour, j'ai dû dire à mon fils qu'il a la chance de grandir dans un beau Maroc, dans lequel il va y avoir beaucoup plus de choses que moi j'ai eues quand j'étais enfant à son âge, et qu'il aura beaucoup plus de motifs de fierté que j'en ai eu moi quand j'étais à son âge. Je pense que ça a dû le marquer. Donc du coup, mon fils me pose souvent des questions pour valider cette idée-là, pour essayer de voir si effectivement, sur des sujets très concrets, très précis, est-ce que ce que j'ai dit un jour, je le pense quand on commence à le décliner en sujets un peu plus opérationnels du type études supérieures, non, je préfère rester ici, il y a de belles choses à faire ici, ma vie, je veux la faire ici. C'est les sujets qu'on discute. Après, bien évidemment, nous avons des contradictions dans notre société. Je considère que mon fils, à l'âge où il est, certaines dont je le préserve encore, je le laisse encore un peu rester dans son petit monde de bisounours. Mais voilà, de temps en temps, je lui explique un peu certaines choses qu'on aimerait voir changer, bouger, mais qui malheureusement font le Maroc. Je te donne une baguette magique là tout de suite. Tu as le droit à un vœu. Ce serait lequel? Un vœu? Un vœu. Un vœu? Nouveau mindset au Maroc. J'installe un nouveau logiciel. Un vœu, un seul. Ça part de là. On change de logiciel. Si on change de logiciel, on fait une accélération extraordinaire dans ce pays. Merci Nabil, c'est passé trop vite. Oui, c'était très intéressant. Je pense qu'il y a encore à approfondir. Mesdames et messieurs, chers amis, on termine ce podcast malgré nous. Vous avez compris que les sujets sont relativement importants. Notre société, elle est encore en train de se chercher dans ce nouveau monde. Notre transformation numérique a encore beaucoup de retard, mais il y a encore beaucoup d'opportunités. L'espoir d'un Maroc nouveau est là et en même temps, il nous faut impérativement changer notre façon de faire. C'était le message de conclusion de Nabil avec cette installation d'un nouvel état d'esprit, un nouveau logiciel pour être au rendez-vous des futurs défis que le Maroc doit relever. À très bientôt.